Bonjour Maître Willy Wenga. Bonjour madame. Comment allez-vous? Ça va. Il y a quelques jours, le président a lâché une phrase un peu forte concernant l'enseignement en RDC. Que l'enseignement était vraiment inférieur, était vraiment faible, n'était pas à un niveau de qualité, je peux le dire. Que pensez-vous? Et que doit-on faire pour qu'on puisse relever l'enseignement au Congo? Quelle est la personne, je peux regarder le portrait robot de la personne qui doit occuper le poste de ministre d'enseignement national pour qu'on puisse relever le défi? Merci. Merci madame. Je pense que le président de la République n'a pas tort de constater que le niveau de l'enseignement est au rabais. Et les raisons ne sont pas à chercher ailleurs. Les raisons du caractère abaissé de notre enseignement tient à plusieurs facteurs. Et le premier facteur, c'est d'abord la valorisation de l'enseignant. L'enseignant lui-même, aujourd'hui, c'est vraiment un laissé pour compte. L'enseignant d'aujourd'hui, c'est le plus maltraité de tous les fonctionnaires de l'État. Donc, cet enseignant-là, qui non seulement ses conditions de vie sont devenues très catastrophiques, mais aussi des enseignants qui n'arrivent plus de l'enseignement par vocation. Parce qu'on doit reconnaître qu'au-delà des conditions de vie, les enseignants eux-mêmes qui viennent enseigner ne sont plus d'un bon niveau. Nous qui avions étudié vers les années 70, on n'avait pas d'enseignants diplômés d'État. Moi, dans mes débuts, j'ai eu beaucoup. Mes enseignants n'étaient que des D4, comme on dit. Les gens qui ne faisaient que 4 ans, post-primaire, ils deviennent enseignants, mais c'était des bons. Mon français d'aujourd'hui, c'est le français de ces D4-là. Si j'ai une petite intelligence quelconque par rapport à l'écriture ou au parler, ça me vient de ces enseignants-là, qui n'étaient que des enseignants d'un niveau, pas diplômés d'État, pas gradués, pas licenciés, pas maîtrise, mais qui, non seulement, ils étaient formés réellement pour enseigner, mais aussi, le peu qu'ils recevaient, ils recevaient à temps. Il faut vous le dire, madame la journaliste, c'est que de tout le temps, les enseignants ont toujours été mal payés. Ça, il faut le reconnaître. Il n'y a jamais eu un moment dans ce pays où les enseignants ont déjà été bien payés. Mais beaucoup plus. En train de se compliquer. Mais la situation se dégrade de plus en plus. Mais beaucoup plus, il y a d'abord cette situation-là de mauvais traitement, mais aussi de la formation de l'enseignant lui-même. Lorsque vous racontez les enseignants, au-delà de la misère, lui-même contient une misère pédagogique. Comment? Il y a des choses qu'ils ne connaissent pas. La méthodologie spéciale, la méthodologie générale, la psychologie. Les enseignants eux-mêmes sont démotivés. Vous voyez? Deuxième chose, qui met les rabais dans l'enseignement, parce que lorsque le premier République vous parle de l'enseignement, vous parle de l'enseignement primaire et secondaire, c'est même l'université, c'est la corruption. La corruption qui sous-attend cette facilité de réussir. Et dans cette corruption, on y trouve les parents qui ne veulent plus que les enfants puissent reprendre les classes. Le parent qui commence même à amener vers l'enseignant les conditions dans lesquelles l'enfant était né. Que cet enfant, je l'avais par césarienne, cet enfant, je l'avais par des prières. Je ne veux plus qu'il le voir souffrir 2 fois, 3 fois. Et il saura seulement en avançant. Laisse-lui passer, il va connaître là devant. Alors que l'enfant doit partir des bases, de la maternelle vers la 6e année primaire, l'enfant doit partir des bases. Et chaque degré élémentaire, degré moyen, degré terminal, moi j'étais enseignant, hein, c'est que l'enfant a des acquis par rapport à chaque degré. En degré élémentaire, c'est l'écriture et la lecture. En degré moyen, commence déjà le premier contact avec la grammaire et la conjugaison française. En terminale, l'enfant commence déjà de grandes études à des réponses inconnues. Vous voyez? Donc, la corruption. Donc, l'enseignant lui-même est corrompu, le parent est corrompu et corrupteur, en ce que ces parents-là, le parent déjà est conscient du niveau de son enfant et veut que cet enfant puisse réussir. C'est-à-dire, comme conséquence,
les enfants passent les classes sans niveau. Et ça, de la primaire jusqu'à l'université. Moi, je suis avocat aujourd'hui, je reçois des avocats en formation. Mais je vous dis ce que j'ai vu avec des jeunes qui nous arrivent, c'est catastrophique. Il y a de ces jeunes licenciés en droit qui vous écrivent, le français, mes chers amis, mais quand même qui dit droit, dit les lettres. Mais comment tu peux écrire de cette manière ou bien comment tu peux parler? Heureusement que maintenant là, vous avez vos machines qui corrigent vos fautes. Yes. Mais parfois, lorsqu'il faut voir les avocats écrire à la main le manuscrit, l'écriture n'est pas là. L'orthographe, n'en parlons pas. La conjugaison, là, il faut vraiment oublier. La composition française, là, n'en parlons pas. Vous voyez, donc, c'est un niveau au rabais, mais un niveau qui apparemment a été préparé comme un programme, un projet de société. Ramener l'éducation au rabais. C'est comme s'il y a eu un complot quelque part, madame. Il y a eu un complot contre la République, ou bien contre le continent, parce que ces mêmes pleurs, je les entends dans beaucoup de pays où je visite, où l'enseignement est au rabais. L'enseignement est au rabais signifie il y a un complot quelque part à rendre le Congolais, à rendre l'Africain, là où on l'avait trouvé peut-être lors de la colonisation, sans écriture ou sans lecture. Vous comprenez? Et ça, c'est fondamental. Mais quel est le portrait? Le portrait, c'est quoi? Le portrait robot, c'est de l'enseignant, c'est le portrait d'un enseignant formé. Le portrait d'un enseignant conscient. Non, le portrait robot de la personne qui doit occuper le poste de ministre de l'enseignement. Non, c'est là où je vais. D'accord. C'est-à-dire que de tout le temps, les ministres des enseignements primaires et secondaires, les ministres n'ont jamais été des anciens directeurs d'école, n'ont jamais été des inspecteurs de l'enseignement primaire ou secondaire. Un ministre, c'est un politique. Vous comprenez? Un ministre, c'est un politique, mais le technique, c'est l'inspecteur général de l'enseignement. Les techniques, c'est aujourd'hui le CECOPE. Les techniques, c'est tous ces corps-là de conseillers pédagogiques. Vous voyez? Donc, quel que soit le ministre qu'on peut avoir, lui, c'est un politique qui est là pour un temps. 1 an, 2 ans maximum. Mais il n'y a pas un portrait pour un ministre de l'enseignement. Parce que la politique de l'enseignement primaire et secondaire, l'enseignement universitaire, la politique de la recherche scientifique est une politique gouvernementale, mais mise en exécution par les cellules techniques de chaque ministère. Et par rapport à ces cellules techniques-là, le ministre vient juste, la bouche des techniques. Donc tout ministre, quel que soit son portrait, madame, peut devenir ministre de l'enseignement primaire et secondaire. Mais est-il vrai que chacun, un pédagogue se donnerait mieux qu'un chimiste? Peut-être si vous prenez un ingénieur en bois, serait moins pratique que peut-être un licencié en orientation scolaire. Vous voyez, bon, à un certain moment, on peut dire très bien le ministre n'est pas du domaine, mais ceux qui sont du domaine sont nombreux là-bas. Voilà un peu à ce stade-là par rapport à la question de l'enseignement. Merci beaucoup. En fait, nous avons une autre, je vais prendre une autre question, c'est celle-ci. Monsieur Matata Mponyo, ex-premier ministre honoraire, a créé récemment un nouveau parti. Il vient d'être élevé par la justice avec Maître Kalouba qui est parti. Que pensez-vous? Et on sous-entend que le parti lui demande d'être président, futur candidat président. Est-ce qu'avec tous les dossiers qui le poursuivent, il doit réellement faire sortir un parti et aussi préparer déjà devenir sa candidature pour le poste de la présidence en RDC, vous pensez? Des correctifs que je voulais apporter d'abord, madame. Oui. Le premier correctif, c'est qu'on ne peut pas être ex et honoraire. C'est-à-dire que M. Matata Mponyo est honoraire. Premier ministre honoraire, oui. Ou carrément ex-premier ministre. Deuxième correctif, c'est que ce n'est pas Kalouba qui l'avait jugé, c'est la Cour constitutionnelle. Parce que Kalouba ne juge pas. Oui. Kalouba a été juge dans la composition de la Cour constitutionnelle qui avait statué sur le cas de Matata. Mais ici, il faut noter que la Cour constitutionnelle ne l'a jamais condamné. Parce que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Et partant, il n'est à ce jour pas encore condamné. Et comme il n'est pas encore condamné, il est libre. Il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait d'exercer sa vie politique, comme il est fait d'ailleurs, il est un sénateur. Et il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait de créer un parti politique. Il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait d'être président de ce parti politique.
il n'y a aucun obstacle qui l'empêcherait d'être candidat président de la République. Vous comprenez? Oui. Mais avant d'être réellement candidat président de la République, et s'il y a un procès qui venait d'être engagé et qu'au cours, à l'issue de ce procès, il est condamné, à ce moment-là, la condamnation devient un obstacle pour que sa candidature passe. Et à ce moment-là, bon, il aura à assumer sa condamnation et malheureusement, c'est une condamnation qui lui fera obstacle à ce qu'il puisse avancer sa candidature. Mais jusqu'à maintenant, avant toute autre condamnation, rien n'est considéré comme obstacle à ce qu'il soit candidat, à ce qu'il soit président de parti politique, à ce qu'il ait son propre parti politique. Ok, parce que l'avenir de son parti fait couler quand même encre et salive, parce que le monsieur n'est pas totalement blanchi d'après certaines personnes, certaines personnalités aussi. On devait un peu reculer un peu pour mieux sauter. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je suis sûr et certain que juridiquement, ceux qui disent qu'il n'est pas totalement blanchi, n'ont pas dit aussi qu'il est totalement noirci. Parce que ne peut blanchir ou noircir que la justice. Ne peut blanchir ou noircir qu'une décision de justice. Yes. Or, il n'y a aucune décision qui le blanchit et il n'y a aucune décision qui le noircit. Parce que la Cour constitutionnelle s'était déclarée incompétente. Yes. La Cour n'avait pas jugé. Là, c'est une différence que vous devez apporter à vos téléspectateurs, c'est que la Cour constitutionnelle ne l'a jamais jugé, yes. Donc ne l'a jamais blanchi. Et une autre cour ne l'a jamais condamné, donc n'a jamais été noirci. Yes. Donc les opinions là sont des opinions politiques, des opinions de la rue, mais l'opinion technique c'est qu'au jour d'aujourd'hui, il n'est ni condamné, ni blanchi, et donc lui demander de prendre un recul juridiquement, il est en droit de ne pas reculer mais d'avancer.